plus il y a de vitesse en fait au niveau du piston, plus il va y avoir d'huile qui va vouloir passer, plus la rondelle va se tordre. Donc on va rajouter ici une deuxième par exemple. On peut même mettre des rondelles trouées, donc qui vont laisser passer, comme je dis ici, un petit peu de fluide. Alors que le trou par exemple est gros comme ça, on n'a que ça qui passe sans effort, donc ça c'est à basse vitesse et haute vitesse, on va avoir ça. Salut à tous, la Grille Parmi. Aujourd'hui on parle des amortisseurs. On y va. Salut la Grille Parmi, je vous laisse mettre un pouce bleu pour cette vidéo de malade et on se retrouve à la fin pour parler du road trip de folie. Allez, c'est parti. Ceci est un combiné fileté. Il combine l'amortisseur avec le ressort et il est fileté. Aujourd'hui, on va s'intéresser simplement à l'amortisseur, donc le cylindre extérieur et l'amortisseur que vous voyez là. L'arbre. Alors, on va voir à quoi sert un amortisseur, on va voir comment fonctionne un amortisseur. On verra le réglage des amortisseurs avec qu'est-ce que c'est qu'un amortisseur ajustable, une voie, deux voies et trois voies et pourquoi. Et on verra les variantes des amortisseurs, quel type d'amortisseur il y a, quel est le meilleur. On verra un peu ce qu'il faut faire pour votre voiture pour le maximum de grip. Alors à quoi sert un amortisseur déjà? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ressort, ça marche un peu comme une oscillation. C'est pour ça qu'on parle des amortisseurs en termes de fréquence et de hertz. D'accord? C'est le nombre de cycles par seconde. Il faut comparer ça à un pendule qui fait en fait des cycles. Quand on appuie sur un ressort, surtout quand il y a un poids au bout, qu'on a une voiture en fait, parce qu'on a la roue, l'amortisseur et la voiture dessus. Et la voiture appuie sur l'amortisseur et le compresse sans arrêt. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les bosses, la roue tape sur l'amortisseur, et sauf que la voiture en haut, et donc du coup, ça fait quelque chose de décalé, et donc le ressort, en fait, bouge sans cesse s'il est tout seul. L'amortisseur est donc là pour dissiper cette énergie de compression et de détente du ressort, et la transformer en chaleur. Tout comme par exemple des freins qui transforment l'énergie cinétique en chaleur. Donc un amortisseur chauffe. Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que selon votre utilisation, selon le type de terrain, lisse ou bosselé, théoriquement, il va plus ou moins chauffer. C'est-à-dire que si le terrain est super lisse, en théorie, il ne chauffe pas. Il ne marche pas, donc il ne chauffe pas. Si le terrain est bosselé, comme en tout terrain par exemple, alors là, il est brûlant. Ok, donc il évite au ressort de perpétuellement s'enfoncer et se remettre. Il, en fait, calme un peu le ressort et donc empêche qu'il fasse que se comprimer et se détendre. Super. Maintenant, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'il fait pour arriver à calmer ce ressort, à dissiper cette énergie? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ceci donc est un cylindre. C'est un cylindre, donc creux, rempli d'huile. Cet arbre ici est en fait un arbre d'un piston. Donc c'est un vérin, le machin, à quelque chose près. Donc on a un piston accroché au bout de cet arbre et on a un cylindre rempli d'huile ici. Ce qui se passe, c'est que le piston, vu dessus, c'est un piston. Et qu'on a l'arbre ici qui vient se fixer là. Et en fait, comment est-ce qu'on va contrôler le fait que ça ralentisse ou pas? Alors déjà, pourquoi est-ce que ça va dissiper l'énergie? Parce que il va y avoir des trous dans ce piston. Quand le piston va bouger, donc quand le ressort va se comprimer et va se détendre, l'huile va être obligée de passer par ces trous-là. Et donc on va forcer, on va mettre l'huile sous pression, on va la forcer dans des passages restrictifs. C'est ça qui va la faire chauffer. C'est ça qui va dissiper l'énergie et la transformer en chaleur. Tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on contrôle toute la magie, tout cet art noir, cette magie noire? Comment est-ce qu'on arrive à contrôler la détente de l'amortisseur? Qu'est-ce qui fait qu'on a bien réglé le tarage, comme on dit si familièrement, pour décrire la capacité de quelqu'un à tarer ou pas l'amortisseur? Ouais, ils sont tarés sport, ils sont tarés souple, confort. Ok mec. En fait, ce qu'on fait, c'est on met des rondelles. Une grosse rondelle, une petite rondelle, plus ou moins épaisse à chaque fois les rondelles. Et on peut même avoir des rondelles de ce type-là. Avec ici un trou, ici une encoche, ici une encoche et une autre encoche. Ou même des encoches comme ça. Bon, en général, vous l'avez compris, c'est quand même symétrique. Et donc là, l'huile va réussir à passer sans résistance, alors que ici, par exemple, s'il y a un trou ici, l'huile va devoir pousser et tordre la rondelle pour arriver à se frayer un chemin. C'est-à-dire que si on regarde le piston de profil, avec l'arbre ici, qu'est-ce qui se passe? On va avoir ici un trou, ici un autre trou, par exemple.
Eh bien, bon, certains vont me critiquer parce que normalement il faudrait que les traits se continuent, mais là vous comprenez mieux que c'est vraiment des trous. Donc je suis désolé, ici on ne fait pas de dessin industriel. On va avoir notre rondelle ici qui va obstruer ce passage. Bien sûr, elle va venir ici. Mais imaginons ici que là, elle y a l'huile qui force. Bon, bien sûr, elle forcerait aussi ici. Mais Je dessine de deux manières différentes la même rondelle. donc cette rondelle ici va donc se courber pour laisser passer le fluide qui va donc s'échapper par là. Et plus il y a de fluide, plus il y a de vitesse en fait au niveau du piston, plus il va y avoir d'huile qui va vouloir passer, plus un gros débit. D'accord? Il va y avoir beaucoup d'huile là qui va avoir grosse restriction et donc plus la rondelle va se tordre. Bien sûr, c'est des rondelles très très fines. Hein. On a une précision énorme sur ces rondelles. Hein. On veut vraiment une grosse précision pour arriver parce que le moindre millimètre d'épaisseur supplémentaire ou le demi-millimètre d'épaisseur supplémentaire sur une rondelle est capital et change complètement la force nécessaire pour arriver à la plier. Imaginez plier une rondelle déjà avec vos mains, c'est assez compliqué. Donc là, on ne la tord pas De façon plastique, c'est-à-dire qu'elle revient, hein, c'est élastique bien sûr, heureusement. Sinon l'amortisseur ne marcherait qu'une fois, c'est un peu dommage. Et donc là, on va arriver, comme elle se tord plus, on va arriver à faire passer plus d'huile. Ou du moins, l'huile va plus facilement passer au travers. Et donc c'est comme ça. Et donc on va rajouter ici une deuxième, par exemple, une deuxième rondelle, ici, une autre. On peut même des rondelles trouées, donc qui vont laisser passer, comme je dis ici, un petit peu de fluide. Alors que le trou, par exemple, est gros comme ça, on n'a que ça qui passe sans effort, donc ça c'est à basse vitesse et haute vitesse, on va avoir ça. Alors, ce qu'il faut savoir sur les amortisseurs aussi, donc c'est un design qui est très ingénieux, comme vous pouvez le voir quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un amortisseur, ça développe une force contraire à son mouvement par rapport à une vitesse de déplacement du piston. Bien sûr, cette vitesse est reliée donc à un débit, comme vous l'avez vu. Plus le piston bouge, comme il y a un trou qui va à une certaine vitesse, ça fait un débit. Je fais l'équation rapide, désolé, pour ceux qui peuvent comprendre, ou pour ceux qui veulent comprendre tout simplement, c'est que un trou, c'est quoi finalement? C'est une section, d'accord? Et donc c'est une surface. Les litres par seconde, qu'est-ce que c'est? Au final, c'est un débit. Maintenant qu'on a vu les débits maximum pouvant passer au travers donc de des fameux trous du piston. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que la vitesse augmente, on va avoir notre force qui va augmenter. Et on va avoir soit de façon linéaire comme ceci, donc c'est le comportement linéaire d'un amortisseur. Alors c'est un truc vraiment banal, hein, on a un coefficient de linéarité et basta. Le tarage n'est vraiment pas compliqué sur cet amortisseur-là. Donc ici on a notre pente linéaire, la verte c'est la façon progressive et la rouge c'est la façon dégressive. Progressive, linéaire, dégressive. En général, pour le grip, on veut du dégressif. Pour le rallye, on prend du linéaire. Le progressif, ça n'existe pas. Du moins, on s'en sert pas. Le progressif, on ne s'en sert pas. Pour le grip, ce sont des choses assez saugrenues, comme par exemple dans les combinés filetés, on va avoir du progressif. Ça peut être quelque chose comme ça. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas souhaitable. Les forces sont beaucoup trop élevées après. Donc voilà, ce sont les trois façons, grosso modo, de caractériser ces trois manières de tarer l'amortisseur. Alors bien sûr, on va avoir des spécificités, ça c'est les courbes globales, générales. On va avoir des spécificités où on aurait par exemple une courbe comme ça. Voilà, ça ce serait par exemple quelque chose de pas mal, avec donc quelque chose là au début qui monte et boum, qui va être assez plafonné et donc assez dégressif, avec ici donc ce qu'on appelle un genou, une cassure donc de la pente à cet endroit-là. Donc ici correspondant à des vitesses de par exemple de 1 mm par seconde, des vitesses de piston ou d'arbre, c'est pareil. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est pas vraiment ce schéma-là,
intéressant de regarder, c'est plutôt ce schéma-là, où l'on a toujours ici notre vitesse, et ici on a une force positive et négative. Ça, c'est pour la compression, et là, pour le rebond. Et on va comparer donc compression et rebond, parce que compression et rebond ne sont pas forcément les mêmes. Alors, en général, on n'est pas les mêmes. On pourrait mettre les mêmes, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on a notre piston ici, avec l'arbre, quand le piston va vers le bas, on est en compression, et il va vers le haut, on est en rebond. Ok? Et donc, quand on va le rebond, c'est les rondelles d'en bas qui vont empêcher le fluide de passer. Alors que quand on va en compression, c'est les rondelles du haut, quand le fluide passe comme ça, qui va empêcher tout ça de passer. Donc on met différents rondelles en haut et en bas. Bien sûr, quelque chose que j'ai peut-être oublié de préciser, c'est que quand on a un trou ici, la rondelle ici est plaquée. Là, si le fluide appuie, la rondelle est plaquée sur le trou et donc elle ne pliera pas. Ici, en rebond, l'huile ne pourra passer par ce trou-là, comme elle est bloquée par la rondelle. Bien sûr, il y a des trous qui sont accessibles d'un côté et pas de l'autre, et vice versa. Donc quand on regarde ce truc-là, on va voir par exemple quelque chose de fort en compression et de dégressif, et ici de plus faible en compression et de dégressif aussi. Avec ici par exemple un rapport de 1,5, c'est-à-dire que cette chose-là, si ça fait 1, ici ça fera 2. Dans l'autre cas précis, on pourrait avoir quelque chose qui est égal à, entre ici et ici, ici 1,5. Et on aurait une fois et demi plus de rebond que de compression. Ici on a la compression, ici on a le rebond. Et donc ici on a une fois et demi plus de rebond que de compression. Souvent on a soit autant de rebond que de compression, quand les amortisseurs sont bien designés, bien tarés, soit on a légèrement plus, donc 1,1 fois de rebond que de compression. Mais très souvent, très souvent, dans quasi la majorité des cas, surtout sur les combinés filetés, on a une avalanche de rebond. On a quelque chose qui ressemble à ça. Et même, là encore, on est dégressif. Vous voyez, on a une cassure là de la pente. On a des choses carrément qui ressemblent à ça. Et qui continuent, et qui continuent de créer de la force, de la force, de la force. Vous voyez, ça ne s'arrête pas, ça descend. Toujours plus bas, toujours en fait quasiment linéaire en rebond. Et donc ça empêche l'amortisseur de se déployer et de revenir, le ressort de revenir dans sa position initiale. Et donc il reste comprimé et on arrive sur ce qu'on appelle le bump stop, la partie en caoutchouc qui empêche donc la suspension de taper. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si ici on a 200, parlons ici en kilos, si ici on a 200 kg, ici on a 400 kg. On a donc 200 kg de différence. Ici on a plus 200 et là on a moins 400. Une petite addition, on a donc moins 200 en total. Et donc à chaque fois que l'amortisseur va faire un cycle, il va avoir une force de 200 kg qui vont l'empêcher de se déployer et donc qui vont en fait le faire s'écraser. 200 kg à chaque cycle qui vont le faire s'écraser. C'est énorme, 200 kg. Là, sur un amortisseur, imaginez de votre voiture, un cinquième de votre voiture qui appuie sur l'amortisseur à chaque cycle, je dis bien à chaque cycle, chaque fois qu'il se comprime et qu'il se détend, on a 200 kg qui le pousse à rester comme il est, à rester compressé. Vous imaginez bien donc que très vite, au bout de quelques cycles, parce que bien sûr, ça n'existe pas une route parfaite et donc l'amortisseur, le pneu, travaille toujours un petit peu. Et donc à chaque cycle, je vous ai dit, il y a 200 kg et donc vous allez imaginer que s'il est tout le temps en train de faire des cycles, sauf à l'arrêt bien sûr, sauf quand la voiture est à l'arrêt, vous imaginez bien que très vite il va se comprimer et rester comprimé et que vous allez être sur la butée, la butée jaune, vous empêche donc de taper, de tout casser à l'intérieur. Et donc c'est ce qui arrive souvent sur les combinés, sur les suspensions qui sont mal designées, c'est cette chose-là. C'est le fait que voilà, il y a trop de compression. Et donc, en fait, finalement, vous n'avez plus de suspension parce que vous êtes directement sur un machin en caoutchouc et donc ça empêche juste de taper quoi. Et c'est très dur pour justement empêcher de tout casser. Et donc ça devient un kart. Donc vous avez une bonne sensation, c'est tout ferme, c'est super bien, c'est ferme. Mais dès qu'il y a une bosse, boum, vous glissez, vous partez dans le décor, vous sautez parce qu'il n'y a plus d'absorption en fait. Et même la suspension ne se peut plus se détendre, même si vous sautiez dans les airs. À 1 mètre de haut, la suspension ne peut pas se détendre, il y a trop de force, c'est 200 kg qui l'empêche, donc il va falloir un certain temps pour arriver à ce que le ressort puisse se déployer, ce qui est beaucoup. Ça dépend bien sûr de la taille du ressort, si c'est
800 kg par millimètre et qu'il a été compressé de 10 mm, il a 8 tonnes de poussée, 200 kg contre lui, il va quand même aller assez vite. Quoique, qu'est-ce que c'est aller vite? C'est une demi-seconde, c'est un centième de seconde, une dixième de seconde ou c'est une seconde et demie? Voilà, ça dépend de votre échelle. Si vous êtes en l'air, en général, on a envie que le truc il se déclenche, quoi. De suite, il se déploie, il n'attend pas une seconde ou 2 secondes. Parce que quand on va retomber, ça va faire mal s'il n'y a pas quelque chose pour amortir. Si la suspension est comprimée déjà quand on retombe, forcément, il n'y a rien pour amortir. Donc voilà, c'est l'inconvénient de cette chose-là, c'est que ça transforme la voiture en kart. Et donc en fait, la suspension ne sert plus à rien. Et ben, on glisse partout, voilà. C'est un peu ce que j'ai dit. Donc c'est très important d'avoir un bon tarage des amortisseurs et donc de ne pas avoir des courbes comme ça, d'avoir des courbes donc. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ici c'est des faibles vitesses, donc c'est souvent la prise de roulis. La prise de roulis, c'est la compression lente, comme on appelle, ou le rebond lent, peu importe, parce que quand un côté se comprime, l'autre côté se détend. Donc la détente ou la compression lente, ici ça va être le roulis, la prise de roulis. Ici, c'est les bosses à haute vitesse, parce que si vous avez une bosse de 1 cm de hauteur que vous devez passer en 1 seconde, la suspension devra parcourir 1 cm en 1 seconde, alors que si vous allez beaucoup plus lentement, ça va mettre 3 secondes pour passer 1 cm, et donc bien sûr, 1 cm divisé par 3 plus petit que 1 cm divisé par 1. Et donc, si on a 1 seconde pour passer 1 cm, vous imaginez bien donc la vitesse est plus grande, la vitesse de montée de l'amortisseur. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais peu importe. Donc en gros ici c'est pour les vitesses élevées, donc quand vous roulez à 130, 200 sur l'autoroute, des choses comme ça, hein, ou sur circuit. Mais bref, à haute vitesse, à vitesse élevée, c'est là donc, que l'amortisseur va travailler. Et quand vous êtes à basse vitesse en ville, à 50 km/h, à 30 km/h sur les dodanes, l'amortisseur va plutôt travailler ici, voire ici. Donc voilà, plus vous augmentez votre vitesse en km/h, plus l'amortisseur va travailler donc, sur sa bande de vitesse lui aussi en parallèle. D'accord? Ici par exemple c'est de 100 à 200 km/h, alors qu'ici c'est de 50 à 100. Et là, de 0 à 50, on va travailler au même endroit que le roulis, parce que la prise de roulis, en général, assez lente, donc c'est cet endroit-là. Donc ici, on essaie quand même, en général, de monter assez vite la compression pour empêcher le roulis. La détente, c'est pareil, pour empêcher ces choses-là. Alors généralement, on a essayé d'avoir un peu plus de roulis en bas que de détente. C'est pour ça qu'on creuse la courbe en bas et on gonfle celle en haut, d'accord? Avec convexe et concave. Si ça vous dit quelque chose, si ça vous parle, c'est parfait. Et cette vidéo est vraiment beaucoup trop longue, il va falloir que je la coupe en deux, je suis désolé. Et par contre, au tout début, il faut pas avoir un passage comme ça. Là, le pneu, ça va le casser parce que ça va obliger, si vous voulez, ça va être trop violent pour lui. Il va falloir qu'il y ait un choc énorme pour qu'il arrive à se compresser, à se déployer. Et donc le pneu, ça va être violent pour lui. Ça va faire un choc, c'est pas bon. Donc il faut vraiment quelque chose de doux comme ça. Et puis après que ça monte vite, ça reste en haut. Et après, il faut pas trop que ça monte parce que si ça continue de monter trop fort, ça va devenir pareil qu'avant. Et donc ça fait une sensation qui est pas bonne, qui est trop rigide, alors que les ressorts en fait ne travaillent pas vraiment. C'est l'amortisseur qui a travaillé à la place des ressorts, alors que l'amortisseur est normalement là simplement pour empêcher que le ressort, sans cesse, soit en train de se comprimer, de se détendre, être là dans votre voiture à faire ça tout le temps, hein, de façon ce qu'on appelle le régime périodique, et donc être là à faire un oscillateur en fait, un oscillateur harmonique, c'est super. Donc ça va, vous allez entrer en résonance si ça vous parle à des gens. Alors après, certes, là on utilise l'amortisseur à la place du ressort en basse vitesse pour limiter le roulis, mais voilà, c'est vraiment une des seules applications auxquelles il faut se réserver, sinon après ça devient n'importe quoi et la suspension ne sert plus à rien. Alors on peut le faire, mais elle ne sert plus à rien après la suspension et ça devient une carte, c'est un peu dommage. Autant ne rien mettre, c'est plus léger. Hein. On ira aussi vite et c'est plus léger, donc finalement on ira plus vite. On aura la même suspension, mais plus léger. Prochaine vidéo, tout le reste. Et voilà, donc on verra les réglages, 1 voie, 2 voies, 3 voies, comment ça fait, les réglages, les variantes sur le monotube, le bitube, avec gaz, sans gaz pour le monotube, hein, le bitube il a simplement, il n'a jamais de gaz. Et on verra les problèmes de cavitation avec et sans gaz, on verra le McPherson, le monotube inversé, parce qu'il n'y a que le monotube qu'on peut inverser, pourquoi il faut l'inverser, quels avantages, la rigidité, la prise de carrossage. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rouler, il y a un gros événement qui est prévu au mois de juin, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera dans les Pyrénées-Orientales, il y aura de quoi dormir, il y aura de quoi manger, tout ça. Ensuite, j'ai réussi à négocier pour vous un code de réduction pour les turbos ultra performance pour des perfs de dingue, comme j'ai moi sur ma caisse. Je vais égaler une Porsche, en gros voilà, ça vous donne un petit peu le topo. Je vous mets le code en bas dans la description, il est valable sur le site Turbo by Intech, merci à eux de nous soutenir. Il faut savoir que je ne touche pas d'argent sur ce code de réduction, il est uniquement pour vous, pour réduire le prix de vos prépas en fait, tout simplement, de vos project cars, et nous permet en contrepartie
aussi donc de vous faire plus de vidéos, des vidéos sympas. Turbo Tech soutient la chaîne, merci à eux. Pour plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça va envoyer sévère. Ensuite on va aller sur circuit, faire ça très rapidement et on va aller niquer des Porsche comme vous le savez bien. Allez salut, j'aime bien les Porsche, ne vous inquiétez pas. Roulez bien, à plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner pour avoir plus de vidéos comme ça, des vidéos de malades pour augmenter le grip de votre caisse, apprendre un peu partout sur la bagnole. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai personnellement et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!